Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du réel. Personnes handicapées, comment se réapproprier son image? Un débat modéré par Laure Tarnot à l'issue de la projection du film de Maher Abyss-Amra, De l'autre rive, une séance inclusive. Eh bien, merci tout le monde d'être là. Pour commencer ce débat, je vais présenter les personnes présentes. Donc Maher Abyss-Amra, qui a réalisé le film que nous venons de voir, mais également Lily Guiguenot, militante, et Elisa Rojas, également militante et avocate, que Maher a proposé pour participer à ce débat. Et donc nous vous remercions évidemment très chaleureusement de participer, toutes les deux. Et peut-être pour commencer ce débat, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est évidemment la question de la comparaison entre ce qu'on voit dans ce film de la situation des personnes qui ont un handicap au Liban et de ce qui existe en France, et notamment sur cette question des institutions. Mais peut-être que je vais un petit peu vite en besogne, car je dois rappeler que le débat s'intitule « Comment se réapproprier son image ?» et peut-être que vous avez envie, pour commencer, de vous exprimer là-dessus. Lily, si vous voulez, peut-être... Oui, c'est l'idée, c'est normalement seulement, pardon, je vais couper. L'idée, c'est seulement, j'ai présenté ce film au réel. Ils vont faire dans la projection spéciale dans réel. Et à ce moment-là, j'ai proposé qu'on fait un débat là-dessus. Et il y avait Anne qui est là dans la salle, je crois, qui m'a aidé pour déjà à la base pendant les recherches que je faisais quand Sylvana et Mohamed ils ont passé à Paris. J'ai demandé à Anne pour m'aider à savoir, elle travaille là-dessus elle fait des recherches sur le sujet des handicaps, et il m'a aidé pour contacter quelques personnes pour essayer de savoir la situation en France, et Mohamed si il peut, et Sylvana de rencontrer des gens en France. Et à travers Anne, j'ai connu aussi, quand il y avait les projections ici, Elisa, et il m'a fait connaître Lily, qu'ils ont vu les films. Et en discutant, j'ai dit, il faut qu'on trouve un moyen de discuter ensemble sur ce film, parce que j'ai eu cette réaction par rapport à ce film. J'aimerais bien, si vous voulez, essayer de dire qu'est-ce que vous pensez déjà au film. Ça veut dire, c'est pas l'histoire de... Mais c'est ça l'idée qui m'a poussé à dire qu'il faut faire les liaisons entre ces films, ce qui se passe au Liban et ce qui se passe en France. Alors, moi, ce que j'ai trouvé troublant dans le film, immédiatement, c'est évidemment que ça fait écho à tout ce que nous, on vit. Alors que, bien évidemment, sans être une spécialiste, je me doute que l'histoire du Liban est très différente. Mais toutes les difficultés qui sont évoquées, tous les enjeux qui sont mis en avant, le discours extrêmement construit, pertinent des deux protagonistes du film font totalement écho à ce que nous, on peut vivre en France. Du coup, c'est troublant, intéressant, un peu désespérant sur l'absence notamment par exemple de respect des textes qui peuvent exister pour défendre les droits des personnes handicapées. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très important de venir soutenir aujourd'hui le documentaire de Maher, parce que nous, quand on est militant et que justement on critique et qu'on évoque nos représentations en tant que personnes handicapées, surtout quand elles viennent des personnes valides, on nous dit souvent qu'on est très négatif, qu'on est aigri, qu'on n'a jamais de choses positives à dire. Et la preuve est, puisque Maher nous l'a démontré, qu'on peut faire les choses avec intelligence, avec justesse, avec humilité, c'est-à-dire en donnant d'abord et avant tout la place centrale à la parole des personnes concernées.
et en essayant un peu de s'oublier en tant que personne valide, de ne pas chercher à tirer la couverture à soi, de ne pas plaquer ses propres représentations, mais d'écouter, en fait, tout simplement ce que les personnes handicapées ont à dire. Et je trouve que le documentaire de Maher démontre qu'on peut faire les choses bien, de façon pertinente, et que nous savons, en tant que personnes concernées et en tant que militants, voilà, le reconnaître aussi. On m'entend là ? Oui, oui. Bah, je vais le garder. Principe de précaution. Non, je rejoins complètement Elisa sur ce qu'elle a pu dire par rapport au film. Moi, ce qui est évident quand j'ai regardé le film, c'est à quel point les représentations qu'on nous infligeait, parce que je pense que c'est le mot, dégradantes, humiliantes et négatives, en fait, traversent la représentation qu'on a de nous-mêmes en tant que personnes handicapées. Et qu'en fait, là, ce qui est mis en évidence, c'est l'histoire d'une dépossession qui est organisée en fait, par les institutions, enfin, les associations gestionnaires aussi qui gèrent ces institutions, et qui ont trouvé l'intérêt qu'avait à être produit et reproduite en fait, ces représentations misérabilistes pour alimenter leur modèle et en fait justifier leur présence, l'institutionnalisation et la privation de droits qu'il y a derrière. Parce que, in fine, c'est ça, c'est-à-dire que cette dépossession, c'est non seulement celle de notre propre image, mais c'est surtout une privation de droits et le droit à l'égalité avec les autres qui transparaît. Donc se réapproprier cette image, c'est aussi comment récupérer, reprendre nos droits et reprendre la place qui est légitime et qu'on devrait avoir dans la société sans avoir à se battre. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Donc je pense que ce film a la modestie et l'humilité de le poser de façon très neutre et très juste. Donc merci Maher. Donc ce sont de beaux compliments pour ton film, parce que ça laisse penser qu'on a réussi à aller de l'autre rive, quoi, de l'autre côté du miroir, grâce à ce film. Donc ça, c'est super. Moi, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup frappée, c'est cette exigence d'autonomie qui est exprimée dans ce film très, très fortement, et qui est un enjeu politique vraiment crucial aujourd'hui. Et j'aurais aussi bien aimé vous entendre là-dessus, sur la situation en France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui progresse sur cette exigence d'autonomie actuellement ? Elisa ? La question est un peu vague. Ah, la question est vague. Ouais, très large et très vague. Excusez-moi. Du coup, on ne sait pas trop par quel bout il faut la prendre. En fait, si vous voulez, comment résumer, les textes existent, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan formel, on est à égalité de droits depuis la Constitution de 1789. Le problème, c'est que concrètement, cette égalité, elle n'est pas effective, parce que nos droits ne sont pas respectés et qu'il y a toute une organisation sociale, aussi bien au Liban qu'en France, qui est très bien décrite dans le documentaire et que nous, on peut aussi décrire malheureusement à l'identique en France. Il y a toute une organisation sociale d'exclusion des personnes handicapées de l'ensemble de la sphère publique, en fait. Donc, le droit à l'autonomie, qui est d'ailleurs consacré sur le plan international, c'est bien évidemment l'une des revendications majeures des personnes handicapées à travers le monde, comme on peut le voir. Et pour avoir cette autonomie, il faut bien évidemment que nos droits soient respectés et aussi que les moyens soient mis en œuvre pour que l'on puisse disposer de ce dont on a besoin pour compenser l'inégalité de fait qui existe dans la société. Donc ça veut dire donner les moyens humains et matériels aux personnes handicapées de pouvoir être autonomes. Ça passe par diverses choses. Ça demande de l'argent et ça demande aussi de sortir de cette idée qu'il faudrait séparer les personnes handicapées pour pouvoir répondre mieux à leurs besoins, alors qu'on sait que ce système qu'on appelle donc l'institutionnalisation et qui consiste à réunir les personnes handicapées entre elles dans des endroits spécifiques et dédiés ne fonctionne pas et ne permet pas aux personnes handicapées de vivre parmi les autres à égalité. Merci, parce que ma question était vague, mais la réponse était précise. Merci beaucoup.
Et vous avez quelque chose, Lily, peut-être à exprimer là-dessus? Oui, j'aurais envie de poser un mot qui est celui d'emprise, en fait, autour de l'institutionnalisation et de la façon dont c'est organisé en fait, par les associations gestionnaires. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un système où il est admis, il est communément admis. En fait, on essaie de faire passer pour quelque chose de naturel, donc de naturaliser cette construction sociale qui est une exclusion et une ségrégation sociale, de faire en sorte que c'est ce qui est nécessaire et indispensable pour qu'on soit bien. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de produire un discours qui consiste à légitimer l'enfermement et la privation de droits derrière la fameuse idée de protection, qui est aussi fondée sur une infantilisation partagée des personnes handicapées. Donc, je pense que c'est la première hypocrisie et la première escroquerie de ce discours qu'on doit combattre et déconstruire. Mais de l'autre côté, on a tout ce qui est le pan du droit à la vie autonome, en fait, aussi qui est nié dans toutes ses implications. Il implique aussi, quand on parle d'abolition des institutions, ça implique aussi les EHPAD, ça implique les établissements psychiatriques. Ça implique les CRA. En fait, c'est une idée extrêmement traversante. Et donc, il faut comprendre que c'est un renversement de paradigme total qu'il faut engager quand on s'interroge sur l'idée des institutions et de la façon dont on légitime le fait de faire disparaître des pans entiers du public derrière les murs de ces institutions et comment on doit les abattre et surtout les abolir. Seulement, je retourne moi sur ce sujet, mais à l'envers. Ça veut dire, c'est ce qui m'a étonné réellement. Moi, j'ai commencé avec Sylvana. Je suis quelqu'un valide, en gros, ça se voit comme ça, mais aussi j'avais un pensée validiste. Je connais. Et ça m'a obligé, avec la rencontre de Sylvana et plus tard Mohamed, avec aussi l'association, ou plutôt le travail militant qu'ils font Sylvana et Mohamed, de m'obliger à réfléchir sur plein de choses. Et je peux dire que j'étais validiste, peut-être, pas peut-être, c'est sûr, mais parce que j'avais pas les moyens de connaître vraiment, analyser plutôt réellement ma position vers les personnes handicapées, vers la situation des handicaps, au Liban au moins. Et c'est vrai, ma relation avec Sylvana Hamad, ils m'ont obligé de réfléchir à plein de choses et ils m'ont obligé et peut-être encore, je continue à apprendre plein de choses parce que c'est pas évident de sortir de cette logique validiste qu'on est, comme je pensais que le personne aveugle, il voit noir parce que moi, si je ferme mes yeux, je vois noir. Alors j'analyse les situations par rapport à moi comme valide et je décide à la place de personnes handicapées que lui, il voit noir. Et ça, c'est une situation parce que réellement, ça m'a réfléchi. Et le début de l'idée de film, c'était ça. C'était et pourquoi moi j'avais cette idée jusqu'à l'âge de 26 ans. Parce que je ne voyais pas des handicapés. Parce que je ne voyais pas ni à l'école, ni au travail, ni dans le bon quartier. Je ne les connais pas. Réellement, je ne les connais pas. Et les seules images qui diffusaient, c'est l'image de l'institution. L'institution qui définit l'image des handicapés. Pour moi, pour les journalistes qui me donnent l'information, par les télés qui a besoin de l'information, il va vers l'institution. Tout ça, moi je crois il y a une phrase qui a dit Mohamed à un moment, il n'est pas dans le film, c'est l'institution, il a envahi notre image et notre voix, et c'est eux qui décident notre voix et notre image dans la société. Et la société, il accepte parce que aussi il y a aussi notre responsabilité, comme on n'a pas envie de voir les personnes handicapées, on a envie d'éloigner de notre regard. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, j'étais obligé d'apprendre avec Sylvana, qui a une personnalité des fois, il m'a poussé, il m'a obligé à apprendre pas mal de choses. Mais ce qui m'a étonné encore, quand je discutais avec Lily et Elisa,
c'est que la France, qui est en situation économique, parce qu'on disait au Liban, oui, la situation économique, c'est difficile de parler d'autre chose, d'essayer de régler ou d'avoir le droit pour les personnes handicapées, même si c'est pas vrai, parce que normalement, on est tous ensemble, n'importe où, on a les mêmes droits. Mais en France, avec les richesses qu'il a, la France, avec toutes les logiques qu'on parle de la France par rapport à la moyen qu'il a, j'ai trouvé que quelque part, on est au même niveau. Parce qu'en fait, c'est un choix idéologique. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, la France fait le choix, en dépit des injonctions internationales, de protéger le secteur médico-social. C'est ça qu'elle décide de protéger. C'est pas les droits des personnes handicapées, c'est le secteur médico-social, c'est les institutions et les associations gestionnaires, en fait. Donc là, on est dans de l'idéologie. Le dogme, il se trouve de ce côté-là du pan. Et oui, aussi, c'est pas un problème de moyens. En fait, finalement, c'est un choix politique. Il y a des pays, voilà, qui sont accrochés à ce modèle, et la France, c'est son cas. Elle ne veut pas sortir du modèle médical, elle ne veut pas rentrer dans le modèle social du handicap et accepter la part de construction sociale qu'il y a. Donc, c'est vraiment des choix, et c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. On peut faire autrement. La France n'est pas seule au monde. Des exemples autres, il y en a, mais on ne les connaît pas. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur ce que vous disiez tous les deux, sur comment on essaye de... Parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Le problème, c'est que pour qu'il y ait réflexion, il faut qu'il y ait rencontre entre les personnes handicapées et les personnes qui ne le sont pas. Mais pour qu'il y ait rencontre, nous, il faut qu'on sorte du milieu institutionnel. Et quand les rencontres ont pu avoir lieu, c'est parce que certains d'entre nous sont passés à travers les mailles du filet, en fait, ont échappé d'une façon ou d'une autre, voilà, à notre sort, à ce qui était prévu pour nous. On est sortis, certains d'entre nous ont fait des études, on pu se poser 5 minutes pour essayer de se conscientiser, de comprendre et d'analyser ce qui nous arrivait, pour pouvoir ensuite l'expliquer aux personnes qui ne sont pas handicapées. Mais c'est très difficile de sortir de ce système-là, même en sortant de ce système, on rencontre beaucoup de difficultés. Je trouve qu'il y a plein de choses tellement intéressantes dans le documentaire, mais notamment l'échange, où on voit bien que des personnes, même qui ont fait des études, se retrouvent au chômage, avec des difficultés énormes pour rentrer voilà, dans l'emploi, etc. Et ça, c'est exactement ce qui se passe en France. Hein. Cette discussion, elle pourrait avoir lieu entre deux personnes handicapées françaises, où le taux de chômage est quand même 2 fois supérieur à celui des personnes qui ne sont pas handicapées. Donc voilà, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut commencer par quelque chose. Ces représentations, elles se nourrissent indéfiniment, toutes celles qui sont biaisées. Et tant que nous, on ne peut pas sortir, on ne peut pas déjà parler librement, comme on l'a bien vu, la parole est très encadrée quand on est en institution. On ne peut pas dire véritablement ce qui s'y passe et ce qu'on y vit. Il faut en sortir pour comprendre ce qu'on a vécu et pour pouvoir alerter, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le film, et que je retrouve dans votre approche à toutes les deux, c'est l'aspect très politique, finalement, enfin le regard très politique porté sur ces questions, et qui dénonce un discours soi-disant apolitique, de simplement protection, en effet. Et c'est ça que je trouve très, très frappant dans ce film. Et ce que je trouve frappant, c'est que ça se retrouve dans les discussions qu'on a eues. Mais peut-être qu'il faudrait proposer aux gens dans la salle de s'exprimer, poser des questions, parce que le débat ne va malheureusement pas être très très long, et je voudrais laisser la parole à la salle. Moi j'ai une question, vous avez regardé, vous avez posé des questions à quelle association, quel type d'association, il y en a plusieurs en France qui existent. Vous avez posé par exemple sur les déficients visuels. À quelle association? Vous posez la question au réalisateur, par exemple? Oui. J'ai mal compris. J'ai pas compris plutôt la question. À quelle association avez-vous posé la question, par exemple, pour parler des déficients visuels? Est-ce que tu as parlé à des associations en France? Alors. J'ai parlé avec des associations, oui, un peu, oui. Ils sont pas là, malheureusement. Institutions plutôt, qu'ils ont liées à l'institution. C'est pas des...
C'est un groupe qui rassemble les personnes aveugles. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est la Fédération des aveugles, des personnes aveugles. J'ai discuté un peu, mais malheureusement ils ne sont pas là. Mais je suis allé rencontrer et j'ai discuté. J'avais aussi envoyé les films pour qu'ils participent, qu'ils viennent ici. Si c'est ça. Pour rebondir sur vos remarques que vous avez faites au début, en disant, oui, vous rencontrez très peu d'aveugles dans la vie du quotidien, ce qui est un peu dommage. Mais je ne sais pas, peut-être dans la salle, il y en a qui n'ont pas remarqué qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard. Par exemple, nous, on est déficients visuels, ça ne se voit pas. Ok, ça c'est quand j'ai dit ça parce que pour moi c'est quand on est dans le quartier, dans l'école, dans le travail, ici ou ailleurs, quand ils ne sont pas là, les personnes handicapées, ça veut dire on ne les connaît pas. Et ça veut dire ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas visibles? Parce qu'ils sont définis, ils sont dans la société, on a convaincu et on a décidé qu'ils soient ailleurs dans l'institution. Ailleurs dans l'institution depuis qu'ils sont gamins, ils sont étudiants, jusqu'à l'âge, je ne sais pas quel âge, ça c'est peut-être eux, vous pouvez expliquer plus, et ils ne sont pas dans la société, ils ne sont pas dans notre vie quotidienne. Et ça c'est quelque chose, un problème réel pour moi, pour les rencontres. Mais ça c'est pour moi, c'est... Quand je nous dis dépolitisé, ce n'est pas dépolitisé réellement, c'est impolitique, c'est politisé. Le contraire, c'est un politique qui est isolé et s'éloigné de notre regard. Ça veut dire quand on parle de la France, quand il a décidé depuis des années et des années de mettre les personnes handicapées à Lozère, c'est loin de je ne sais pas combien de kilomètres de Paris, pour qu'on ne les voit pas, c'est une décision qu'ils ont prise, c'est une décision politique. Et jusqu'à aujourd'hui, pardon. Est-ce que vous êtes allé par exemple dans le 7e l'INJA, vous connaissez ou pas? Ok, mais non, pas encore. J'espère d'aller un jour. Alors, il y a une autre personne qui souhaitait prendre la parole derrière. Oui, est-ce que vous pouvez apporter le micro? Bonjour. Alors, merci pour ce film et ce témoignage. Effectivement, on a le cheminement de ces personnes qui vont dans le sens, effectivement, de la déclaration de l'ONU vers l'inclusion. Mais moi, je voudrais juste un peu pondérer. Je suis d'accord avec les deux intervenantes sur la situation où il faut avancer, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, etc. Mais quand même, depuis 2005, il y a un certain nombre de prises de conscience, un certain nombre de choses qui se font. Les handicapés, on les voit plus. Les handicapés, ils travaillent, même s'il y a encore 36% de chômage parmi les personnes handicapées. Moi, je suis pour l'inclusion à tout crin. Et pourtant, on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas dans ce sens-là, puisqu'il essaye de démanteler toutes les institutions, INJA, INJS. Donc, on ne peut pas dire que... Voilà, et qui payent ils votent des budgets pour qu'il y ait des auxiliaires scolaires en milieu ordinaire. Alors après, voilà, le niveau des auxiliaires est ce qu'il est, les conditions sont ce qu'elles sont. Il y a encore des enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qui avancent, même si elles n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, même si effectivement le métro il est toujours pas accessible aux personnes en fauteuil, que les bus, quand la rampe elle monte, est-ce qu'elle va remonter, est-ce qu'elle va redescendre, on ne le sait pas. Effectivement, mais les handicapés on les laisse quand même. En fait, on n'a pas besoin d'un discours qu'on a déjà entendu et surentendu. Bon, mais en tout cas, moi je voulais quand même qu'on le dise, et je voulais signaler aussi que la culture, c'est quand même un lieu où on peut parler, où on peut dire les choses. Alors ça, en fait, votre discours, on a il les est outils entendu, surentendu, vous parlez d'inclusion, nous on parle de déségrégation. En fait, l'inclusion sans la déségrégation,
Ça n'a pas de sens. C'est du gatekeeping, c'est le pouvoir dominant, c'est les groupes dominants qui décident de qui a le droit d'être là et qui est légitime dans l'espace social. Votre discours, il est éculé, il est épuisé, il est suranné en fait. Non, pas du tout. On n'en est pas là du tout. Hein. Franchement, il va falloir peut-être un peu lire les conventions internationales. Excusez-moi, mais moi je suis aveugle, je travaille. En dehors de votre constat, Et j'avais une question non, quand même. attendez, moi là, je voudrais quand même rebondir à la longue question que vous venez de poser, qui n'en est pas une. En fait, ouais. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que l'ONU est venue en France, elle a fait une visite, et je peux vous assurer que son rapport ne décrit pas du tout la même situation que ce que vous êtes en train de nous décrire. Donc je ne sais pas dans quelle réalité vous vivez. Je suis dans la réalité d'une aveugle qui travaille. Excusez-moi, mais l'ONU a, je pense, son expertise et ses compétences pour apprécier la façon dont les droits sont ou pas respectés pour les personnes handicapées. Et son constat, il est sans appel. La France ne les respecte pas et il y a énormément de choses à faire et de moyens à mettre. Donc, je suis désolée, mais j'en suis convaincue. Il y a une réalité quand même qui est autre que celle qu'il y a 20 ans. Les moyens n'y sont pas. Et s'il y a bien un gouvernement qui ne fait absolument rien pour nous, c'est bien le gouvernement actuel. D'accord ? Donc, je suis désolée, mais il se trouve qu'on est plus que nombreux à observer que ce que vous décrivez ne correspond pas à la réalité. Mais je ne suis pas en train de vous décrire un monde merveilleux. Mais j'avais une question quand même. C'est ce qui se passe aujourd'hui ici, en France, ce soir, maintenant. Est-ce que c'est possible aussi au Liban ? Est-ce que c'est possible au Liban ? Ça m'a étonné une chose réellement. Au Liban, ce qu'il connaît, je ne sais pas s'il y a des Libanais ici, il y a une figure, et il y a Sylvana par exemple, et plusieurs associations vraiment sérieuses, pas associations, plusieurs associations militantes, qui sont une place dans la société libanaise, et ils sont une place dans les médias, ça m'a étonné qu'il n'existait pas en France. Vraiment, ça me rend triste de voir ça en France. Par rapport à la média qu'il y a en France, rarement, des choses intéressantes, sauf c'est des radios et des télés qui sont quand même qu'on ne les voit pas. C'est comme France Culture, comme vraiment des choses qui sont un peu ailleurs. Dommage. Et je trouve par rapport au Liban, je ne veux pas faire les comparaisons. Ce qui m'intéresse dans ces débats, et ça que j'avais envie, il y avait des gens ici, on est mélangés, et c'est ça qui m'intéresse, qu'on est mélangés, qu'on arrive à entrer dans une discussion pour comprendre ce qui se passe par rapport à l'histoire de valide et invalide. Et validisme est logique différent que le validisme. C'est pas pour dire que c'est mieux là-bas ou c'est mieux ici, c'est essayons d'aller loin de cette question à la base. C'est pas entrer dans ce conflit, c'est pas l'histoire de conflit, oui c'est comme ça, oui c'est pas comme ça. Il y a une autre question devant. Si je sais pas ce qui vous présente, vous pointiez du doigt au point, mais oui, c'était vous, pardon. Excusez-moi. La chose que je voulais dire, c'est qu'en France, ou que ce soit dans l'autre pays, peut-être dans l'autre pays, ils le montrent plus parce que les gens ne sont pas habitués de voir une personne avec une canne blanche, avec un truc. Moi, je me balade dans la rue, je n'ai pas forcément ma canne, je suis malvoyant, je me présente entre guillemets comme un bienvoyant. Parce que mon but, c'est de m'insérer socialement sans que les gens me jugent au premier coup d'œil en me disant « Ah, lui, il est handicapé. Ah, lui, il a un problème. » C'est pour ça qu'on a l'impression qu'en France, les handicapés ne sont pas bien intégrés. Mais regardez dans le monde du travail, en étant chef d'entreprise, vous avez plein de dossiers MDPH, avec la RQTH, avec plein de trucs pour avoir des aménagements du poste de travail. Et oui, c'est plus compliqué d'avoir un travail en étant handicapé parce qu'il faut s'insérer socialement. Il faut aussi faire le compromis en disant qu'il y aura du jugement des autres personnes et c'est difficile et tout le monde n'est pas capable de faire ça en étant handicapé.
handicapés. Ok. Merci. Il y a une autre main qui se lève loin là-bas, derrière. Et malheureusement, je suis vraiment désolée, mais le temps est très très court pour ce débat. Et on m'avait dit qu'à 20h, il fallait libérer la salle. Vider la salle. C'était qui ? Libérer la salle, pas vider la salle. Oui, merci beaucoup pour ce film. Et en fait, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque par rapport à ce que tu disais sur le validisme. Et par exemple, je pense que j'avais jamais assisté à une projection où je m'étais imaginé que des personnes dans la salle avaient des écouteurs et entendaient une description de ce que moi je voyais. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir le film tout en me disant que d'autres le voyaient différemment. Je ne sais pas si c'est clair. Et merci pour votre réaction. Voilà, je me dis que c'est assez riche en fait de se dire que notre façon de voir n'est pas la seule. Et donc c'est intéressant qu'il y ait ce genre de projection. C'était toute l'idée de cette projection en tout cas. Merci beaucoup. Si vous voulez dire ça. Non, mais c'est intéressant et c'est drôle parce qu'il faut sortir un peu de l'idée quand même que la France est un modèle et arrêter ce nombrilisme parce que la France n'est pas seule au monde. Il y a d'autres pays, la Suède, l'Italie, où sur de nombreuses questions, en fait, il y a des politiques totalement différentes et bien plus intéressantes pour les personnes handicapées, que ce soit à l'école ou que ce soit en termes d'institutionnalisation ou d'aide humaine, etc. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu et mettre les choses en perspective. Malheureusement, on aimerait pouvoir dire que c'est très bien ce qui se passe en France, et surtout avec les moyens qu'on a. On serait les premiers à en être ravis, comme Sylvana serait ravie de pouvoir dire autre chose que ce qu'elle décrit du Liban, mais c'est pas le cas en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est progresser, c'est véritablement que l'égalité des droits soit effective. C'est pas le cas, mais on va se battre pour y arriver. Et c'est intéressant de voir que voilà, même au sein de la communauté entre guillemets des personnes handicapées, c'est pas gagné et que il faut aussi qu'on se conscientise et qu'on soit clair sur ce que l'on veut, sur quel est le projet de société que l'on défend et sur la façon dont il faut s'y prendre pour y arriver. Bravo. Merci beaucoup, merci infiniment. Un tout petit dernier mot pour vous signaler que la BPI organise des conférences. Donc je vous donne les thèmes sur vie publique, vie privée, quelle place pour le handicap et expérience de vie sourde à travers l'art, entre processus de réparation identitaire et élan émancipateur. Ce sera le 3 avril et le 15 mai. Et encore merci à tous.